l'identité des choses, le fait qu'elles peuvent ressembler aux autres et s'approcher d'elles, mais sans s'y engloutir et en préservant leur singularité. C'est le balancement constant de la sympathie et de l'antipathie qui y répondent. Il explique que les choses croissant, se développant, se mélangeant, disparaissant, mourant, mais indéfiniment se retrouvant. Bref, qu'il y ait un espace qui pourtant n'est pas sans repère ni répétition, sans havre de similitude, et un temps qui pourtant laisse reparaître indéfiniment les mêmes figures, les mêmes espèces, les mêmes éléments. Combien que de même les quatre corps, eau, air, feu, terre, soyant simples et ayant leurs qualités distinctes. Toutefois, d'autant que le Créateur a ordonné que des éléments mêlés seront composés les corps élémentaires. Voilà pourquoi leurs convenances et discordances sont remarquables. Ce qui se connaît par leur qualité. L'élément de feu est chaud et sec. Il a donc antipathie avec ceux de l'eau qui est froide et humide. L'air chaud et humide, la terre froide et sèche, c'est antipathie. Pour les accorder, l'air n'était mis entre le feu et l'eau entre la terre et l'air, en tant que l'air est chaud. Il voisine bien avec le feu et son humidité s'accommode avec celle de l'eau. Des chefs pour ce que son humidité est tempérée. Il modère la chaleur du feu et en requiert ad aussi. Comme d'autre part par sa chaleur médiocre. Il adite le froideur humide de l'eau. L'humidité de l'eau est chauffée par la chaleur de l'air et soulage la froide sécheresse de la terre. La souveraineté du couple sympathie-antipathie. Le mouvement et la dispersion qu'il prescrit donnant lieu à toutes les formes de ressemblance. Ainsi se trouvant reprises et expliquées les trois premières similitudes. Toutes
le volume du monde, tous les voisinages de la convenance, tous les échos de l'émulation, tous les enchaînements de l'analogie sont supportés, maintenus et doublés par cet espace de la sympathie et de l'antipathie qui ne cesse de rapprocher les choses et de les tenir à distance. Par ce jeu, le monde demeure identique, les ressemblances continuant à être ce qu'elles sont et à se ressembler. Le même reste le même et verrouillé sur soi. Partie 2. Les signatures. Et pourtant, le système n'est pas clos. Une ouverture demeure. Par elle, tout le jeu des ressemblances risquerait de s'échapper à lui-même ou de demeurer dans la nuit. Si une figure nouvelle de la similitude ne venait achever le cercle, le rendre à la fois parfait et manifeste, convenientia, émulation, analogie et sympathie, nous disons comment le monde doit se replier sur lui-même, se redoubler, se réfléchir ou s'enchaîner pour que les choses puissent se ressembler. Elle nous descend les chemins de la similitude et par où ils passent, non là où elle est, ni comment on la voit, ni à quel marque on la reconnaît. Or, peut-être nous arriverait-il de traverser tout ce foisonnement merveilleux des ressemblances, sans même nous douter qu'il est préparé depuis longtemps par l'ordre du monde. Et pour notre plus grand bienfait, pour savoir que les connis guérit nos maladies dures, ou que la noix pilée avec de l'esprit divin soigne les maux de tête. Il faut bien qu'une marque nous en avertisse, sans quoi ce secret resterait indéfiniment en sommeil. Serait-on jamais qu'il y a d'un homme à sa planète un rapport de gémellité ou de joute? S'il n'y avait sur son corps et parmi les rides de son visage le signe qu'il est rival de Mars ou apparenté à Saturne. Il faut que les similitudes
enfouis soyant signalés à la surface des choses. Il est besoin d'une marque visible des analogies invisibles. Toute ressemblance n'est-elle pas, d'un même coup, ce qui est le plus manifeste et ce qui est le mieux caché? Elle n'est pas composée en effet de morceaux juxtaposés, les uns identiques, les autres différents. Elle est d'un seul tenant une similitude qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Elle serait donc sans critère s'il n'y avait en elle, ou au-dessus ou à côté, un élément de décision qui transforme son scintillement douteux en claire certitude. Il n'y a pas de ressemblance sans signature. Le monde du similaire ne peut être qu'un monde marqué. Ce n'est pas la volonté de Dieu, dite Paracelse, que ce qu'il crée pour le bénéfice de l'homme et ce qu'il lui a donné demeure caché. Et même s'il a caché certaines choses, il n'a rien laissé sans signe extérieur et visible avec des marques spéciales. Tout comme un homme qui a enterré un trésor en marquant l'endroit afin qu'il puisse le retrouver. Le savoir des similitudes se fonde sur le relevé de ces signatures et sur leur déchiffrement. Inutile de s'arrêter à l'écorce des plantes pour connaître leur nature. Il faut aller droit à leur marque, à l'ombre et image de Dieu qu'elles portent ou à la vertu interne, laquelle leur a été donnée du ciel comme par dot naturelle. Vertu, dis-je, laquelle se reconnaît plutôt par la signature. Le système des signatures renverse le rapport du visible à l'invisible. La ressemblance était la forme invisible de ce qui, du fond du monde, rendait les choses visibles. Mais pour que cette forme à son tour vienne jusqu'à la lumière, il faut une figure visible qui l'attire de sa profonde invisibilité. C'est pourquoi le visage du monde est couvert de blasons, de caractères, de chiffres, de mots obscurs, de hiéroglyphes,
disait Turner, et l'espace des immédiates ressemblances devient comme grand livre ouvert. Il est hérissé de graphismes. On voit tout au long de la page des figures étranges qui s'entrecroissant et parfois se répétant. Il n'est plus que de les déchiffrer. N'est-il pas vrai que toutes les herbes, plantes, arbres et autres, provenant des entrailles de la terre, sont autant de livres et de signes magiques? Le grand miroir calme au fond duquel les choses se mirant et se renvoyant l'une l'autre, leur image est en réalité tout bruissant de paroles. Les reflets muets sont doublés par des mots qui les indiquent et par la grâce d'une dernière forme de ressemblance qui enveloppe toutes les autres et les enferme en un cercle unique. Le monde peut se comparer à un homme qui parle. De même que les secrets mouvements de son entendement sont manifestés par la voix. De même ne semble-t-il pas que l'herbe parlant aux curieux médecins par leur signature, lui découvrant leur vertu intérieure cachée sous la voile de silence de la nature. Mais il faut s'attarder un peu sur le langage lui-même, sur les signes dont il est formé, sur la manière dont ces signes renvoyant à ce qu'ils indiquent. Il y a sympathie entre la cornée et les yeux. Cette affinité imprévue resterait dans l'ombre s'il n'y avait sur la plante ma signature qu'un marqueur est comme un mot distant, qu'elle est bonne pour les maladies des yeux. Ce signe, il est parfaitement lisible dans ses graines. Ce sont des petits globes sombres enchâssés dans des pellicules blanches qui figurent à peu près ce que les paupières sont aux yeux. De même pour l'affinité de la noix et de la tête. Ce qui guérit les plaies de péricrane, c'est l'épaisse écorce verte qui repose sur les os, sur la coquille de fruits. Mais les mots
intérieurs de la tête sont prévenus par le noyau lui-même, qui montre tout à fait le cerveau. Le signe de l'affinité et ce qui la rend visible, c'est tout simplement l'analogie. Le chiffre de la sympathie réside dans la proportion. Mais la proportion elle-même, quelle signature portera-t-elle pour qu'il soit possible de la reconnaître? Comment pourrait-on savoir que les plis de la main ou les rides du front dessinant sur le corps des hommes, ce que sont les penchants, les accidents ou les traverses dans le grand tissu de la vie? Sinon, parce que la sympathie fait communiquer le corps et le ciel et transmet le mouvement des planètes aux aventures des hommes. Sinon aussi parce que la brièveté d'une ligne reflète l'image simple d'une vie corps. Le croisement de deux plis, la rencontre d'un obstacle, le mouvement ascendant d'une ride, le montée d'un homme vers le succès. La largeur est signe de richesse et d'importance. La continuité marque la fortune. La discontinuité, l'infortune. La grande analogie du corps et du destin est signée par tout le système des miroirs et des attirances. Ce sont les sympathies et les émulations qui signalent les analogies. Quant à l'émulation, on peut la reconnaître à l'analogie. Les yeux sont des étoiles parce qu'ils répandent la lumière sur les visages comme les astres dans l'obscurité. Et parce que les aveugles sont dans le monde comme les clairvoyantes au plus sombre de la nuit. On peut la reconnaître aussi à la convenance. On sait, depuis les Grecs, que les animaux forts et courageux ont l'extrémité des membres larges et bien développés, comme si leur vigueur s'était communiquée aux parties les plus lointaines de leur corps. De la même façon, le visage et la main de l'homme porteront la ressemblance de l'âme à laquelle
ils sont joints. La reconnaissance des similitudes les plus visibles se fait donc sur fond d'une découverte qui est celle de la convenance des choses entre elles. Et si l'on songe maintenant que la convenance n'est pas toujours définie par une localisation actuelle, mais que bien des êtres se convenant qui sont séparés, comme il arrive entre la maladie et son remède, entre l'homme et ses astres, entre la plante et le sol dont elle a besoin. Il va falloir à nouveau un signe de la convenance. Or, quel autre marque y a-t-il que deux choses sont l'une à l'autre enchaînées, sinon qu'elles s'attirent réciproquement, comme le soleil, la fleur de tournesol ou comme l'eau, la pousse de concombre, sinon qu'il y a entre elles affinité et comme sympathie. Ainsi, le cercle se ferme. On voit cependant par quel système de redoublement, ressemblance exigeant une signature, car nulle d'entre elles ne pourrait être remarquée si elle n'était lisiblement marquée. Mais quels sont ces signes? À quoi reconnaît-on parmi tous les aspects du monde et tant de figures qui s'entrecroisent qu'il y a ici un caractère auquel il convient de s'arrêter, parce qu'il indique une secrète et essentielle ressemblance. Quelle forme constitue le signe dans sa singulière valeur de signe? C'est la ressemblance. Il signifie dans la mesure où il a ressemblance avec ce qu'il indique. C'est-à-dire à une similitude. Mais il n'est pas cependant l'homologie qu'il signale, car son être distinct de signature s'effacerait dans le visage dont il est signe. Il est une autre ressemblance, une similitude voisine et d'un autre type, qui sert à reconnaître la première, mais qui est décelée à son tour par une troisième. Toute ressemblance requiert une signature, mais cette signature n'est qu'une forme mitoyenne de la même ressemblance, si bien que l'ensemble de marques fait glisser sur le cercle des similitudes un second cercle qui redoublerait
exactement et point par point le premier. N'était ce petit décalage qui fait que le signe de la sympathie réside dans l'analogie. Celui de l'analogie dans l'émulation. Celui de l'émulation dans la convenance, qui requiert à son tour pour être reconnu le marqueur de la sympathie. La signature et ce qu'elle désigne sont exactement de même nature. Ils n'obéissent qu'à une loi de distribution différente. Le découpage est le même.